Coucou tout le monde, nous voici pour le dernier update lecture du mois de janvier. Donc je termine ce mois de janvier à 30 livres, ce qui est plutôt bien. Et en plus, il y a déjà quelques séries que j'ai pu terminer. Il y a aussi un objectif 2026 que je m'étais mis depuis, je crois, 3 ans, qui a été validé ce mois-ci. Donc c'est plutôt un bon mois, très très bon mois. J'ai eu quelques abandons, beaucoup de très très belles découvertes, dont des coups de cœur. J'ai dépassé ma phobie des pavés, j'ai dépassé ma phobie du numérique, donc vraiment, on démarre 2026 sur de très très bonnes bases. Alors il faut savoir que c'est un livre que j'ai au format physique, mais que j'ai lu au format numérique. Nous avons La Malédiction du Dragon, qui est une duologie qui s'appelle Par-delà la brume. Le tome 2 s'appelle La Rébellion des Dragons. Donc c'est un Enemies to Lovers avec énormément de dragons. C'est un univers en 2 tomes, avec des tomes qui sont relativement courts, on est sur du 350 pages. Et j'ai préféré les lire en numérique, tout simplement pour tester un petit peu sous quel format j'étais plus à l'aise selon mon niveau de fatigue. Et du coup, là, c'était relativement écrit petit, et du coup, en format numérique, c'était écrit plus gros, donc j'ai préféré. Mais je vais le garder au format physique, du coup, parce que ça me fera un souvenir matériel. Donc là, nous sommes dans un monde où une grande île est séparée en 2 territoires. Et entre ces 2 territoires, on a une espèce de no man's land. Et ce territoire est, toute cette île est séparée par une brume. Et de l'autre côté de cette brume, nous avons les terres draconiques. Sauf que ça fait 500 ans, du coup, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette brume, on ne sait pas ce qu'il y a sur cette île, qui y vit, quoi y vit, parce que cette brume est mortelle pour tous ceux qui traversent. Et donc, nous allons suivre 2 protagonistes qui viennent chacun des 2 royaumes. Donc, nous avons je vais vous montrer la carte. Nous avons Lux et Umbra. Voilà. Et donc nous avons et là au milieu, vous avez Dredgem. Vous voyez, c'est un petit peu le milieu entre les deux, où c'est un peu tout le monde a droit un petit peu, c'est pas régi par l'un ou par l'autre. Et donc nous allons avoir notre jeune homme qui vient de Lux et notre jeune femme qui vient de Umbra. Notre jeune femme, en fait, est une simple voleuse. Quant à Lux, c'est un homme qui se révèle être un homme beaucoup plus important que ça au niveau de la royauté. Et donc là, nous avons ensuite la carte de la terre draconique, et nous avons la brume, voilà, qui sépare ces 2 territoires. Et donc chacun, pour des buts bien précis, vont devoir traverser coûte que coûte cette brume pour essayer d'aller voler des œufs de dragon. Vont-ils y arriver ou pas? Là est la question. Ça va être un Enemies to Lovers, forcément. Là, c'est 2 royautés qui normalement vivent chacun de son côté, mais les rois et reines de chacun sont plutôt ok avec le fait de faire dans le futur une guerre. Donc c'est un Enemies to Lovers que j'ai vraiment aimé. C'est une romance qui est vraiment enemies. Pendant un très très long moment, on sent une tension, on sent qu'ils s'empêchent à cause de leur origine. Mais la romance prend un peu plus de temps parce qu'on laisse place à l'action. Disons qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Ils ont carrément pas le temps. Parce qu'ils vont découvrir que sur cette terre draconique, il y a encore plus de complots politiques, des trahisons, énormément de choses, des choses sur les dragons qu'on nous a cachées, qui a été cachée aux yeux de tous. Et donc, ils vont devoir faire face à ce nouveau territoire où ils vont être embrigadés pour devenir dragonniers, mais c'est très très risqué, très mortel, très sombre. Et puis ensuite, dans le tome 2, c'est empêcher la guerre sur d'autres territoires. Donc vraiment, il y a énormément de guerres. C'est pas une romance qui se met facilement en place, du moins il la priorise pas, et j'ai beaucoup aimé. Parce que au moment où ça vient, c'est méritant, c'est le bon moment pour, et donc du coup voilà, c'est
c'est, on va dire, le petit cadeau, quoi, qui fait plaisir. Donc, voilà, le rythme était vraiment super bon, la plume très très bonne aussi. J'avais déjà lu Lucie Chaponnet avec Le Roi Dragon. Donc, la plume, pour moi, est maintenant acquise. Voilà, ces 3 livres ont été de très très bonnes lectures. Donc, maintenant, je n'ai plus de soucis, je pense, à me faire au niveau de sa plume. Ensuite, j'ai lu une BD, donc une suite de BD. Elle est où? Ah, je suis bête, déjà. J'ai lu le tome 2 donc, de Eden Glitter, qui est une jeune femme qui se bat pour la liberté des animaux. Et là, nous allons plutôt enquêter sur ses racines à elle, car il y a un homme loup qui se balade dans son autour de son ancienne demeure. Donc ça va être plutôt des secrets de famille. On va plus trop être autour des animaux comme on a pu l'être dans le premier tome, bien quand même qu'on parle de la chasse, la problématique de la chasse et du non-respect de la vie sauvage, mais le gros de l'histoire va se faire surtout autour de ses origines. J'aime vraiment beaucoup, le style graphique est vraiment toujours à mon goût, j'ai adoré. Donc maintenant, j'attends plus qu'une chose, c'est le 3e tome qui est déjà annoncé, qui sera Le Cheval sous la terre, apparaître. Apparaître quand, je ne sais pas, parce que celui-là, il est paru fin janvier. Donc voilà, on attend impatiemment la date du tome 3. Ensuite, j'ai lu le magnifique L'Aube des Dragons, donc c'est les éditions Saxo, qui est le préquel. En fait, ils expliquent vraiment en préface que c'est pas vraiment une suite, c'est dans la suite technique, si vous voulez, d'Ato Maison. Il est paru en 2e, donc c'est le tome 2. Mais en vrai de vrai, ce sont 2 histoires différentes qui sont dans le même univers. Et celui-ci se passe avant les événements de New Dragon City. Donc là, on est vraiment dans l'apocalypse, dans le nouveau monde ravagé par les dragons. Et dans l'Ordre des Dragons, en fait, c'est comment cet apocalypse est arrivé. Et donc, c'était super intéressant. Je n'ai pas vu filer les pages. C'était vraiment génial. J'ai adoré ce préquel. J'ai vraiment pas envie de quitter cet univers que je trouve vraiment fabuleux. La plume est fabuleuse. J'aimerais tellement qu'il y en ait plus, mais je sais pas s'il y aura quelque chose ou pas, parce que on a fait le préquel. Lui, c'était censé être un one-shot sans suite. Donc je sais pas. Je sais pas s'il y en aura d'autres ou pas. L'Aube de Dragon, il n'y avait pas eu d'infos forcément. Donc s'il y en a d'autres, je serais super heureuse. Mais donc je ne peux pas vraiment vous parler de l'Aube des Dragons sans forcément trop vous spoiler New Dragon City. Mais en gros, c'est les dragons qui ont repris le pouvoir sur les humains. Donc les villes sont dévastées, les gens sont obligés de vivre sous terre. Pendant que les dragons hibernent. Une fois que les dragons hibernent, ils peuvent remonter à la surface, mais pour quelques temps. Et donc, c'est vrai que là, on est plus dans le vif du sujet, donc on n'a pas vraiment tous les éléments pour savoir comment c'est arrivé. Et là, on va les avoir tous. Le début de la guerre, le début du quiproquo qui a fait que il y a eu des soucis. Enfin bon, voilà, c'est une biologie qui est très complète et je pense que pour vraiment avoir le tableau d'ensemble, il faut pouvoir lire les deux. Ensuite, quand je vous dis que j'ai vaincu ma peur des pavés, voilà, j'ai lu Powerless et j'ai vaincu aussi toute cette hype là qu'on se fait sur les réseaux et qui me fait d'habitude très très peur. J'ai réussi à lire Powerless, qui est quand même une pavasse de 612 pages. C'est vraiment pas c'est pas anodin pour moi quand même de me tenir en haleine comme ça pendant 600 pages, c'est vraiment très très dur. Mais ma foi, j'ai été vraiment vraiment prise par l'histoire. Et même s'il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu gonflé parce que comment il s'appelle on a Pédine et le mec il s'appelle comment? Je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, il m'a pas tellement plu. Il m'a pas tellement plu parce que je l'ai trouvé vraiment très très lourd avec... il s'appelle Kai. Il a quand même l'humour lourd, la drague lourde, et c'est un truc que je pense... que moi, à l'époque, avant d'avoir mon mari, qui vraiment me saoulait à mort. Il est vraiment très très lourd. Donc ça m'a pas fait rêver, leur romance. Leur Enemies to Lovers, oui, m'a beaucoup plu. Mais je pense que le tome 2 sera beaucoup mieux. En plus, il est beaucoup plus court, donc je pense que ça va être beaucoup plus... avec beaucoup plus d'action. Que je vais lire d'ailleurs en
en numérique, hein, ce mois-ci, normalement au mois de février, je lis Reckless. Et ce tome 2, je l'attends encore plus parce que là, vraiment, l'Enemies to Lovers va prendre une nouvelle dynamique où ça va repartir à la chasse, en fait. Kai va devoir chasser Paydin. Et donc, du coup, il va falloir reformer une confiance, reformer peut-être une alliance. Donc, je pense que ce tome 2 sera meilleur que le tome 1. Et c'est un avis qui, ma foi, a été partagé souvent. Il y en a beaucoup qui disaient que, voilà, si le tome 1 n'était pas ouf, attendez au moins le tome 2, etc. Donc je suis très contente, et puis en plus de ça, j'ai appris que le tome 3 allait sortir aussi au mois de février, donc c'est une série que je pourrais sûrement terminer si le tome 3 est la fin. Je crois que c'est une fin, le tome 3, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est une série que je pourrais terminer très très vite en 2026. Et c'est une série, ma foi, qui m'a plu. Voilà, j'ai mis quand même... je lui ai mis 4 étoiles. C'est pas mauvais, c'est plutôt bien. Mais voilà, c'est juste cette drague lourde et ce comportement un peu lourd qui m'a un peu saoulé chez Kai. Mais j'ai beaucoup aimé le côté épreuve. J'ai beaucoup aimé le personnage de Paydin aussi, qui, malgré tout, sans avoir de pouvoir, elle est quand même un personnage très très fort et qui sait se défendre. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Par contre, on se retrouve pour le tome 2 qui sera peut-être mieux. Ensuite, j'ai fini Shadowfay. Donc, je vous avais présenté le tome 1, 2 et 3 début janvier. Et donc là, j'ai fini le tome 4, qui, ma foi, est plutôt une bonne fin. J'ai bien aimé, même s'il y avait un peu trop de moments un peu cucu, qui m'a un peu coupé dans mon action. Il y avait beaucoup de parlotte, beaucoup de on y va, mais on retourne en arrière, et puis on est en pleine guerre, mais on a quand même le temps de faire des câlins. Ouais, c'était un petit peu fouillis, mais c'était quand même une bonne fin, à la fin des fins. Mais il y avait quelques trucs, voilà, c'était un peu redondant, c'était pas trop le moment de mettre ces choses-là. Mais c'était plutôt une bonne fin. C'est une série qui se lit vraiment très légèrement, qui fait du bien. Il y a un peu de spicy, il y a du Enemies to Lovers, il y a des créatures fantastiques, des mondes parallèles, voilà, des personnages torturés. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment de lecture. Mais c'est pas non plus un truc hyper compliqué, et franchement, moi c'est ce que j'aime. Donc voilà, je vous conseille quand même cette série si vous avez envie de vous lancer dans une série terminée en 4 tomes avec des petits livres entre 250 et 300 pages, avec tout ce qu'il faut où il faut, et pour une lecture un petit peu légère. Ensuite, j'ai adoré cette lecture, The Immortal Games. Donc on est clairement dans du alors Hunger Games, mais pas trop non plus, pas plus que dans un autre livre que j'ai lu où là c'était vraiment du Hunger Games plus avec la mythologie grecque. Mais il n'y a pas ce côté télévisé, pas ce côté sponsor, il n'y a pas ce côté hyper concurrent. C'est plutôt une grande famille, c'est plutôt de la collaboration, de l'entraide, de l'amour, de l'amitié. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, ça m'a énormément plu. Je pourrais presque dire après coup que c'est un coup de cœur, ça m'a vraiment donné envie de relire de la mythologie grecque. Mais c'est vrai que après Atalante, après Garance, tout ça. L'année dernière, j'avais lu quelques mythologies grecques, mais je trouvais plus rien qui était vraiment à mon goût. Et donc celui-ci, dès que j'ai vu qu'il sortait, je me suis jetée dessus. C'était vraiment génial. C'est un one-shot. Donc je suis super contente de l'avoir en plus à la maison. Et du coup, ça m'a ouvert la porte à lire en février. Je lirai The God Games Play, qui est une grosse bricasse aussi, mais qui, je pense, sera une très bonne lecture au mois de février, parce que ce livre-là m'a remis dans le mood. Donc j'ai super hâte. Ça, c'est vraiment young adulte. Il y a une petite romance, mais c'est quand même très soft. Mais je pense que The God Games Play, c'est Hugo Romantési, donc je sais pas si c'est vraiment du young adulte ou si c'est un niveau au-dessus, mais en tout cas voilà, je pense que ça c'est juste le niveau en dessous, et The God Games Play ça doit être juste un petit peu au-dessus. Enfin bon voilà, c'était vraiment génial. C'est à peu près le même pitch entre les deux. Donc là on va avoir une jeune fille qui va être vraiment poussée par la revanche, pas la vengeance, parce qu'elle a perdu sa sœur donc au dernier jeu des dieux, et sa sœur avait été choisie par Zeus, et du coup elle fait absolument tout pour être choisie au prochain jeu pour pouvoir se venger et tuer Zeus. Sauf que
ça va pas se passer comme prévu. Elle va tenir cette envie de vengeance quasi tout au long, et puis une espèce de romance va s'installer entre elle et Hadès, parce que du coup, elle est devenue... Enfin, c'est Hadès qui l'a choisi, oui et non, vous verrez pourquoi. Et du coup, elle va peut-être changer d'avis au sujet de cette vengeance. Les jeux sont vraiment très sympas, on a plusieurs épreuves, et comme je vous ai dit, c'est plus de la collaboration, de l'amitié, de l'amour, que vraiment de la concurrence, et ça j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. On a toujours un petit peu la bête noire qui va venir embêter tout le monde, mais ils vont comprendre que l'union fait la force, et voilà, j'ai vraiment 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 beaucoup aimé cette histoire. On a du coup le point de vue de Hara, la personnage principale, mais on a aussi le point de vue d'Hadès, qui est pas à jeu, qui est pas la première personne, mais on raconte comment se comporte Hadès aux enfers et à l'Olympe durant les jeux. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle découverte. En plus, il est vraiment très très beau, donc je suis très contente. Je trouve que pour 18 €, eh ben, on a un très très beau livre avec un beau jaspage, une belle histoire bien ficelée, bien écrite, avec tout ce qu'il faut où il faut. J'aurais bien aimé avoir une suite, avoir peut-être juste un épilogue qui expliquerait un petit peu la fin pour ces deux personnages-là. Mais bon, ça suffit comme ça, c'est très très bien comme c'est, et je suis super contente de l'avoir chez moi. Ensuite, j'ai lu Swan et Neo, qui est une BD que j'ai lue suite en fait à mon club lecture avec mes petits jeunes. Une petite jeune m'avait dit, enfin a présenté cette BD au club, et j'ai dit oh, ça a l'air super sympa et tout. Des BD qui ont été créés par des youtubeurs à l'instar de Les Pierres de Cauchemar. Et donc j'ai lu Swan et Neo, c'était assez sympa, c'est pas trop mon truc non plus les jeux vidéo, mais c'était quand même, voilà, ça fait passer le temps, on va dire, c'est agréable. Pourquoi pas lire la suite comme ça, quand j'ai des petits trous, ou quand j'ai des petites pannes, hein, parce que là du coup c'est vrai que j'en ai eu quelques-unes quand même. Enfin, pas des pannes, mais on va dire des creux, quoi. Et ce genre de BD, eh ben, ça pourrait totalement rentrer dans ces creux-là. Ce sont donc en fait deux frères qui ont une chaîne YouTube sur des jeux vidéo, et du coup ils vont dans ce premier tome, ils vont tester un jeu vidéo en réalité virtuelle. Ils vont être plongés dans ce jeu vidéo, et ça va être une espèce d'escape game pour pouvoir sortir de ce jeu vidéo. Et de ce que j'ai vu pour les tomes suivants, il va y avoir des thèmes différents. Il va y en avoir un sur le thème des dinosaures, je crois, et un sur Minecraft, et un autre que j'ai hâte de lire et que j'attends que du coup ma petite jeune adhérente les lise parce que je lui ai réservé. Il y en a un sur Harry Potter, donc à voir ce que ça peut donner sur cette franchise. À voir. Ensuite, j'ai lu Adorable Démon 2, une série du coup que j'ai terminée, c'est très bien pour un premier mois de janvier. Il est arrivé comme ça de manière inopinée, c'était une BD que j'avais réservée en juin dernier, mais vu que c'est à la BDP, les délais sont beaucoup plus longs parce que la BDP dessert des centaines de bibliothèques avec des délais quand même assez longs. Et donc j'ai pu lire ce deuxième tome qui m'a beaucoup beaucoup plu. Cette histoire de démons de fées, de démons fées, de vengeance. Voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome qui a conclu cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai conseillé à mon mari. Donc il va falloir que je réemprunte le premier tome de Adorable Démon pour que Jérémy puisse le lire. Donc voilà, j'espère qu'il va aimer autant que moi. En tout cas, je vous la conseille fortement aussi si vous voulez une petite duologie comme ça fantastique à lire avec des graphiques super agréables et une histoire assez originale, je trouve. Donc voilà, c'était très sympa. Ensuite, j'ai lu Les Mystères de Fond d'Ombre, donc de Karina Rosenfeld. C'est un petit flop pour moi. Karina Rosenfeld, je l'avais adorée dans Les Héritiers de Draconis. J'ai les 5 tomes là dans ma bibliothèque, et du coup j'avais super envie de lire sa nouvelle série jeunesse, qui est du coup Les Mystères de Fond d'Ombre, le tome 1, Disparu dans l'ombre. Donc c'est un roman, comme vous le voyez, qui est porteur vraiment de plein de promesses. Il y a énormément de choses qui m'ont plu, mais tout le côté, en fait, c'est on va dire la majorité du roman en fait, du côté de l'ombre,
ce qui se passe dans l'ombre avec les ombres. J'ai pas adhéré, j'ai trouvé ça très très nébuleux, pas du tout facile à s'imaginer. En fait, dans le manoir de Fond d'Ombre, on a la famille Fond d'Ombre qui ont la capacité de voyager dans les ombres. Mais en fait, ces ombres-là, comment expliquer? Dans ce manoir, quand vous êtes dans une pièce, dans votre chambre, dans le salon ou autre, et qu'il y a un coin d'ombre, il y a toujours de l'ombre dans une pièce. Vous racontez quelque chose, vous racontez une histoire, vous racontez un souvenir, où il se passe quelque chose dans cette pièce qui est assez marquant, important, eh bien, ces histoires-là, ces événements-là vont rester ancrés dans les ombres et vont vivre dans les ombres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'espèces de mondes parallèles. Et la famille de Fond d'Ombre ont la capacité de voyager dans ces histoires cachées dans les ombres. Et il y a des personnes il y a une personne qui s'est perdue dans ces ombres, dans ces histoires. Et en fait, il existe des portails qui nous fait voyager entre les ombres de chaque pièce. Et donc, on voyage à travers différentes histoires. Mais il y a des choses qui font qu'on peut aller dans le passé pour influencer le futur et le présent. Enfin, vous voyez, là, vraiment, je vous le résume de manière simple et de manière dont j'ai compris dans ça se passait. Mais c'est vraiment trop compliqué. Moi, je ne conseillerais pas ce livre-là avant 11-12 ans. Vraiment, parce que c'est vraiment très très nébuleux. Et puis, on passe vite les choses sur les événements où on est censé comprendre comment fonctionnent ces ombres, comment on voyage à travers ces ombres, comment on peut passer du passé au présent, du futur au passé, au futur au présent, machin. C'était vraiment pas simple, donc celui-ci je ne vais pas le garder, je ne le continuerai pas. Voilà, malgré le fait qu'il y avait quand même des choses qui étaient super sympas, avec un dragon qui leur servait de guide, à chaque fois qu'ils passaient le monde, parce que si on ne rentre pas à partir d'un certain moment dans le monde présent, ils peuvent rester coincés dans les ombres. Et nous avons aussi des chats. Le manoir est rempli de chats. Et ces chats-là sont aussi des guides. Ils sont capables de trouver les portails. Donc il y a quand même des choses assez sympas. Ce sont des cousins qui se découvrent après 12 ans sans avoir jamais connu l'existence de chacun. Donc voilà, il y a des choses vraiment qui sont très très bien, mais c'est on va dire l'intrigue principale est quand même assez floue et nébuleuse et très très compliquée à comprendre. Donc voilà, c'est un flop. Ensuite, mon objectif que je me fixe depuis quasi maintenant 3 ans était de lire en VO. Et donc, c'est chose faite. J'ai lu mon premier livre en anglais qui est Wolf Girl, le tome 4. Je vous présente le format physique. Mais en fait, je l'ai lu au format numérique parce que avec l'application que j'ai, je peux très facilement traduire des mots que je ne comprends pas, donc du vocabulaire bien spécifique. Et du coup, j'ai lu vraiment très très facilement ce tome 4. Ce sont des petits livres qui font, je crois, 210 pages. Il y a énormément, c'est la même version, numérique ou physique, il y a énormément d'illustrations, donc ça aide fortement à la compréhension. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument lire ces livres-là pour mes premiers VO, parce qu'il y avait beaucoup d'aide avec l'illustration. Ce sont des livres qui sont pour les tout petits, donc on n'a pas non plus un vocabulaire hyper compliqué, des formations de phrases hyper compliquées non plus. Et donc ça a vraiment fonctionné, ça m'a donné envie d'en lire d'autres, et du coup j'ai pu trouver le tome 5, 6 et 7 de Wolf Girl au numérique. Et j'ai pu trouver aussi une autre série de cette autrice qui est Sky Dragon, donc une série sur les dragons, et là j'ai pu avoir le tome 1, 2, 3 et 4. Donc niveau VO, voilà, j'ai encore 7 livres à lire en VO. Je vais essayer de
pas tous, mais je vais essayer d'en lire encore quelques-uns cette année parce que j'ai vu que j'étais totalement capable de le faire. J'ai vu que ça me prenait pas non plus plus de temps que ça, vraiment. Je pense avoir mis dessus entre 3 heures et 3 heures et demie, mais de là-dedans, il faut compter à chaque fois le temps de chercher le mot, la traduction, etc. etc. Mais voilà, je suis vraiment super contente d'avoir atteint ce niveau-là, et je pense que je vais continuer, comme je vous ai dit, donc avec cet auteur-là, les 7 livres que j'ai de lui cette année, et l'année prochaine, je me lancerai le défi de lire Harry Potter en VO, au moins le premier tome. Ensuite, nous arrivons dans les 4 derniers, qui sont du coup mes lectures de vendredi, enfin de jeudi, vendredi et de ce week-end, parce que là je tourne la vidéo, nous sommes dimanche 1er février. J'ai lu le splendide Forest of Hearts de M.A. Kuzniar, chez Robert Laffont dans la collection R. Alors écoutez, cette réécriture de conte, je m'y attendais vraiment pas, c'est un énorme coup de cœur. Il est déjà noté dans mon carnet, dans mon top 5 de ce premier semestre. Je l'ai adoré, c'est une réécriture de Blanche-Neige que j'espérais pas du tout comme ça. Il m'a énormément surprise. Il a pas mal été quand même noté comme très très sombre et du coup un peu dérangeant, mais j'ai adoré ça, ça m'a mis dans un mood et dans un univers qui m'a tellement plu. Je me suis vraiment visualisée, j'étais dans l'univers, dans ma tête, j'avais vraiment du mal à passer à autre chose. Et pendant ces 2 jours-là, en fait, j'avais du mal à continuer ma lecture parce que j'étais tellement dedans, tellement prise que j'étais trop excitée et que j'avais envie de faire durer le plaisir, en fait. J'avais pas envie de le terminer. Et j'ai vraiment adoré cette histoire avec cette jeune fille Blanche-Neige, du coup Elka qui a été qui a été empoisonnée, maudite par sa mère. Elle est obligée de manger 7 cœurs humains avant que quelque chose lui arrive. Donc nous sommes à l'histoire, nous commençons l'histoire, elle en a déjà mangé 6, elle doit manger le 7e, et donc ce 7e cœur, c'est la liberté, la délivrance, le pouvoir de vaincre sa mère, le pouvoir de retourner dans son palais. Et là elle est enfermée dans une chaumière au fond d'une forêt remplie de créatures horribles, et un chasseur va arriver et il va y avoir énormément de choses qui vont se passer avec ce chasseur. Est-ce qu'elle va le manger? Est-ce qu'elle va le tuer? Est-ce qu'elle va l'aimer? Est-ce qu'elle va devenir alliée? Est-ce qu'ils vont devenir ennemis? Voilà, c'était vraiment génial. Il y a vraiment une romance dedans du coup, et il y a énormément de tension. Pas vraiment beaucoup de scènes, il n'y a pas de scènes explicites, à part quelques frôlements, des caresses, ce genre de choses, mais rien d'explicite, rien de choquant. Donc pour les ados, je trouve ça génial. Et il va y avoir des guerres, et alors la grande surprise, des dragons. Je m'arrête là, je vous dis juste ça. Une surprise en tout point. Et en plus, ce que j'ai adoré, c'est que l'autrice s'est inspirée du folklore slave. Un truc dont je n'avais quasi jamais lu. Et du coup, on a des prénoms, on a des mots, on a des expressions qui sont dans ce langage-là. Et j'ai adoré. C'était vraiment hyper étonnant, une énorme surprise pour moi. Alors, elle dit que c'est dans la biographie de l'autrice, c'est dit que c'est sa nouvelle et toute première série young adulte. Donc si c'est une série, je suppose qu'il y aura soit une suite, soit, je sais pas, quelque chose dans le même univers, ou une autre réécriture de conte, je sais pas, qui s'inscrirait dans la même idée du folklore slave, sombre, etc. Mais en tout cas, ouais, je vais suivre cette autrice et cette série de près parce que c'était vraiment génial, je vous le reconseille. C'est allez-y les yeux fermés, quoi, c'est génial. Même si le côté sombre vous fait un peu peur ou quoi, vous allez sombrer avec eux, quoi. Vraiment, vous allez vivre avec eux, et voilà, c'était vraiment génial, et tout ça en 420 pages, quoi. C'est époustouflant. Ensuite, j'ai lu du coup 2 graphiques ce week-end et un petit livre qui est L'école des pouvoirs secrets, le tome 3, le voyage dans le temps. Donc ça, ce sont des premières lectures que j'aime bien avoir et surtout que je vais continuer à acheter pour mon fils plus tard, parce que ce sont des premières lectures, voilà, que je voudrais garder pour lui plus tard avant de suite. Enfin, on va dire que c'est un petit peu un préambule à Harry Potter.
voilà, pour l'habituer aux univers magiques, aux univers où il se passe des choses différentes de chez nous, avec des créatures bizarres, etc. Voilà, c'est vraiment une très très belle série, l'École des pouvoirs secrets. À la fin du tome 3, ils disent que 2026, il y aura un tome 4, donc voilà, moi c'est génial. En plus, il coûte 9,90, c'est pas peu cher, enfin c'est pas très cher pour ce que c'est, parce que ce sont des livres qui sont vraiment magnifiques, et à l'intérieur, vous avez nombre d'illustrations, voilà, qui aident beaucoup à la compréhension, voilà. Enfin, vraiment, c'est génial. Ça, c'est une série que que j'ai fait acheter au travail, parce que je la trouve vraiment géniale pour nos petits. Et donc, voilà, ça, c'est une série que je chéris, comme vous l'avez compris, très très fort, pour mon fils plus tard. Et en fait, on va suivre des élèves d'une école de magie, plus particulièrement Lola et Alex, hein, qui sont à chaque fois nos personnages récurrents, et ce petit chat ici qui est 13, qui est un chat très 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 aigri, mais bon voilà, il a quand même son petit charme. Et nous avons aussi la petite souris ici, qui est en fait le familier de Lola, et 13 est le familier d'Alex. Et là on voit bien dans ce tome 3 là, la différence entre les deux et leur complémentarité à la fois. On a 13 qui est vraiment on va dire un charretier, il parle mal, il est bon, voilà, parle mal à niveau des enfants, hein, pas des gros mots. Et puis nous avons là, je sais plus comment il s'appelle. Goliath qui a un langage très soutenu, c'est un gentleman si vous voulez. Et du coup, 13 est le total opposé. Donc voilà, c'était assez drôle. Ce tome 3, on va être dans du voyage dans le temps, on va voir des dinosaures, on va voir des monuments, voilà, des trucs très très sympas. Donc une très très bonne série si vous voulez essayer vos enfants à des premières lectures. Ça fait partie des séries que je conseille fortement. Ensuite, j'ai lu du coup cette BD-ci qui est Lockwood & Co. Donc le premier tome, elle est immense. C'est un univers que j'ai d'abord découvert avec la série, et je pense que je vais la re-regarder du coup, si elle est toujours dispo. Et ce sont surtout des romans. Les romans, je crois qu'il y en a 4 ou 5. J'ai pas lu les romans parce que ils me donnaient pas envie. Les romans ne me donnaient pas envie, mais par contre, voilà, quand j'ai eu l'info qu'ils sortaient en BD, je me dis, je vais continuer carrément cette série en BD, ça sera 1000 fois mieux. Et surtout, c'est aussi un moyen parfait pour que mon mari puisse aussi découvrir les séries que j'aime beaucoup, voilà. Donc, la BD est plutôt bien faite. Il y a quand même pas mal de blabla scientifique et explicatif qui sont un petit peu compliqué à comprendre au début, c'est-à-dire qu'on nous envoie toutes les infos d'un coup. C'est pas, si vous voulez, éparpiller au travers de l'histoire. Donc il y a eu quelques moments, comme ici par exemple, il y a eu quelques moments où il fallait vraiment s'accrocher pour tout emmagasiner, tout comprendre, et ensuite pouvoir profiter à fond de l'histoire. Mais une fois voilà qu'on a les codes, normalement ça se passe assez bien. Voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Après, c'est quand même une BD, ça va un peu dans tous les sens. Donc, il faut un certain niveau de connaissance en BD pour pas être perdu, pour tout lire dans le bon sens. Parce que autant il y a des planches qui sont assez normales, j'ai envie de dire, autant il y en a certaines fois, ça va un petit peu dans tous les sens. On sait pas lesquels il faut lire en premier, en dernier. Voilà. Mais c'est un petit peu ce côté un peu chaotique va dans le sens de nos personnages qui sont une bande de jeunes d'ados qui ont formé une association, une société de chasseurs de fantômes, parce que il y a eu un grand événement, on ne sait pas pourquoi encore, le monde a été envahi par les fantômes, et seuls les enfants ont développé des pouvoirs psychiques pour pouvoir les voir et les tuer. Et quand on devient adulte, on perd ce pouvoir-là, donc c'est pour ça que ce sont des sociétés menées par des enfants. Parfois ce sont des adultes, mais des adultes du coup qui sont inactifs sur le terrain, quoi. Ils emploient juste des enfants pour eux. Donc voilà, c'est quand même une BD que j'aime vraiment bien. Et puis voilà, j'attends juste d'avoir la suite, parce qu'en série, on n'a pas la saison 2 non plus.
Donc voilà, j'espère que le tome 2 ne tardera pas trop. Sinon, je pense que ça sera dans un an, mais bon, ça serait bien aussi que ça soit avant un an, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et enfin, le dernier, qui est la déception, du coup, et qui va repartir aussi. Ce qui est embêtant vu le prix, mais c'est la passe miroir. Le roman graphique, du coup, qui coûte 28 balles pour ces 285 pages. Alors, je dis pas, c'est un très très bel objet livre, voilà, ça vaut les sous si vous voulez, mais c'est vraiment pas une histoire auquel j'accroche. J'avais essayé avec les romans et ça n'a pas fait. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer avec le roman graphique. Normalement, en général, ça passe un petit peu mieux. Et sauf que là, ça ne l'a pas fait non plus. J'ai été gênée tout au long de ma lecture par un truc bien particulier. C'est que normalement, notre chère jeune fille, Ophélie, est censée avoir 18-19 ans. Ok ? Et donc, on se fait à l'image d'une jeune fille de 18-19 ans. Sauf que, quand on la voit, comme elle est dessinée là, peut-être que dans les romans, du coup, on s'imagine autrement. Je sais pas, moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, le roman. Donc, je sais plus comment je me l'étais imaginé en tête. Mais elle fait quand même relativement très très jeune. On dirait surtout une jeune fille peut-être 15 ans, entre 10 et 15 ans, quoi. Elle fait vraiment très très jeune. Et du coup, cette jeune fille est forcée d'épouser un homme au total opposé de leur coutume, qui est Monsieur Thorne. Et ce Monsieur Thorne, il est très très différent d'elle. Il est beaucoup plus grand, presque 2 fois plus grand. Il donne l'image de quelqu'un d'assez vieux. Et du coup, la différence entre les deux, je me suis sentie très mal à l'aise. J'avais l'impression de voir une jeune fille de 15 ans épouser un mec de 30 ans, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment perturbée. J'étais très mal à l'aise. Ça m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout cru en leur... parce que ça va devenir une romance, donc... voilà, j'ai pas du tout été convaincue, ça m'a pas donné envie non plus de savoir ce qui va se passer entre eux. J'essaie de vous trouver une image où vraiment on les voit tous les deux l'un face à l'autre et vraiment la différence est grande, quoi. Alors, ouais, il y a peut-être celui-là. Et encore, on voit pas trop, là. Ouais, là, à la limite... Là, ici, vous voyez donc la jeune fille, et ça, c'est ils sont censés s'épouser les deux, là. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quand même un problème d'âge, là. Voilà, ça m'a vraiment... m'a foutu un peu les boules, quoi. J'étais vraiment pas très contente de cette grande différence. Parce que voilà, ça m'a mis mal à l'aise. Et puis, surtout, après, il y a énormément de maltraitance qui va être faite à l'encontre d'Ophélie pour rien. Beaucoup de scènes de cours un petit peu inutiles. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai vraiment pas aimé et franchement, j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, j'ai essayé, j'ai essayé le roman. Là, je réessaye avec la BD. Je ne comprends pas son succès. Vraiment, pour moi, j'arrive pas à comprendre. Je vois pas ce qui a pu plaire là-dedans parce que pour moi, il y a rien d'exceptionnel, il y a rien de sain. Je sais pas, même elle se fait... Je veux dire, voilà, là, elle se fait draguer par des mecs qui ont l'air aussi beaucoup plus grands qu'elle, quoi. Beaucoup plus vieux qu'elle. Voilà, vous voyez, lui, là, il essaie de la draguer aussi un peu. Mais la différence entre les deux est vraiment énorme. On dirait vraiment une enfant. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, là, on voit un peu... Là, ouais, voilà. La différence de taille. Non, mais c'est quoi, ça? Regardez où elle arrive. Elle arrive presque à la taille, quoi. Enfin, pour moi, je trouve ça monstrueux. Pour moi, là, je vois une gamine de 9 ans avec son père, quoi. Donc, bon. Ça a vraiment pas fait du tout. Donc, voilà. Elle va partir très, très vite. Parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai pas du tout... voilà. Un énorme flop, pour le coup. Et à total opposé de ce que la majorité pense de cette œuvre. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.